Je voulais profiter aussi de t'avoir pour avoir un petit peu plus d'explications sur ce qui s'était passé pour ceux qui ne l'avaient pas suivi déjà avec les régulations européennes sur les connectiques, sur l'USB-C ou le Lightning. J'aurais voulu revenir là-dessus parce que je pense que ça fait partie intégrante du sujet. Tout à fait, ça fait partie. C'est vrai que là, on s'est concentré sur le RGPD, le DSA et le DMA, mais avant ça, il y a eu d'autres régulations européennes qui ont eu un impact. Sur l'USB-C, c'est l'exemple le plus concret. Voilà, moi, j'ai un iPhone 16, j'ai un port USB-C. C'est pas parce qu'Apple a décidé de passer l'USB-C, c'est parce que l'Union européenne l'a imposé et que c'est l'exemple concret de une décision européenne peut avoir un impact mondial, parce qu'Apple n'allait pas faire une usine pour l'Europe et une usine pour le reste du monde. Du coup, ils sont capables, avec ce type de loi, de faire bouger les choses. Donc oui, ce qui s'est passé là-dessus... Encore une fois, il y a du bon et du moins bon dans ce genre d'histoire. C'est que ça fait des années que l'Europe dit qu'il faut un chargeur universel. C'est que même avant l'USB-C, ils voulaient le micro USB à une époque, ils l'avaient imposé. Mais à l'époque, la loi, elle était mal faite parce qu'elle disait que tous les téléphones devaient pouvoir se recharger en micro USB. Donc du coup, Apple, ils avaient vendu un adaptateur Lightning micro USB. Du coup, tu avais des moyens en fait de contourner. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Apple était propriétaire de la connectique Lightning. C'était la leur. Bien sûr. Et donc, du coup, quand t'es un accessoiriste qui veut créer un chargeur, tu devais donner une commission de tes ventes à Apple si tu voulais avoir le petit câble made for iPhone. Et sinon, tu faisais un câble de contrefaçon, mais dans ce cas-là, tu le branchais à ton iPhone et il disait attention, ce câble n'est pas officiel. Donc, c'est-à-dire qu'avec une technologie propriétaire, tu développes toute une économie de l'accessoire qui leur permet en fait de se faire de l'argent. C'est pour ça qu'il y a le MagSafe aujourd'hui. Le MagSafe permet de récupérer ce que l'USB-C n'est pas, d'avoir cette technologie propriétaire de recharge. Ils auraient pu juste faire de la recharge sans fil. Non, ils ont fait leur propre technologie de recharge sans fil. Donc voilà, ça fait partie des volets assez intéressants. Donc l'Union européenne s'est dit qu'il fallait absolument réduire les déchets numériques, réduire les câbles. Donc elle a voulu imposer aux marques un câble universel. Donc en fait, il y a une loi qui a été votée, c'était en 2017 de mémoire, qui consistait à dire que à partir de 2023-2024, il allait falloir que toutes les marques qui font des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, des accessoires genre clavier souris, mais des casques, des écouteurs, des consoles de jeux, aient un seul câble de recharge unique. Contrairement à il y a une idée reçue comme quoi c'était l'USB-C qui a été choisi, c'est pas vrai. L'idée qui a été reçue, c'est qu'il doit y avoir un câble universel qui est défini par un consortium, donc en l'occurrence le consortium USB, mais rien ne dit que l'USB-C est définitif. C'est-à-dire que demain tu as l'USB-D qui sort, tu peux avoir une transition progressive de l'USB-C vers l'USB-D parce que c'est un nouveau connecteur universel. Mais l'idée a été de dire qu'il était temps d'arrêter, d'avoir des lunettes qui chargent avec un port rond, d'avoir une console de jeu qui charge en micro USB, d'avoir l'iPhone en Lightning, d'avoir un seul câble pour tout. Ce qui pour le coup est vrai. C'est pour ça que tu peux que dire que ça va dans le bon sens. Parce que les utilisateurs attendaient aussi l'USB-C sur l'iPhone depuis longtemps, surtout avec les MacBooks qui sont sortis. Les utilisateurs attendaient l'USB-C depuis longtemps. L'iPad l'a eu avant. L'iPad l'a eu avant, et si je te dis que c'est un peu hypocrite à certains aspects et un peu contesté, c'est parce qu'il y a l'argument écologique, des câbles, tout ça, mais la réalité c'est que là aujourd'hui il y a encore des câbles USB-C dans la boîte, que les gens ils vont juste accumuler les câbles USB-C, et que en fait la meilleure solution à terme, elle va pas plaire aux gens, ça serait de dire qu'on interdit la présence de câbles dans les boîtes. Et ça peut arriver, ça sera peut-être la seconde partie du plan, c'est-à-dire que tu laisses 3-4 ans aux gens pour acheter des produits avec de l'USB-C, et dans 3-4 ans tu interdis à Apple, à Google, etc. de mettre dans la boîte des téléphones un câble USB-C. Donc dans ce cas-là, plus jamais de câble nulle part, tu n'as plus qu'un seul câble de recharge pour tous tes appareils chez toi. Donc, anecdote, est-ce que vous aviez vu la trend TikTok avec les personnes qui ouvrent la boîte des AirPods et qui la jettent sans même voir qu'il y avait le câble en dessous pour recharger la boîte, et qui se plaignaient du fait que maintenant il n'y avait plus de câble dans les AirPods. J'avais pas vu. Elle est incroyable cette trend, vraiment, tu regardes, tu fais putain, mais en même temps c'est tellement bien fait que pour aller tirer la petite languette et voilà, donc c'était très drôle de voir ça. Ok, je comprends. Donc ça c'est ce qui s'est passé sur l'USB-C avec le Lightning. Et Apple a fini par adopter la transition. Donc aujourd'hui tous les produits sont USB-C. Je crois de mémoire, mais je sais pas où on en est là-dessus, que l'idée était d'étendre ça au reste des autres produits après. Donc tu peux potentiellement imaginer que tout soit USB-C dans le futur. T'as un aspirateur à main, t'as un sèche-cheveux, tout pourrait être USB-C avec un câble unique quand il n'est pas intégré, bien sûr. Donc ça fait partie des régulations concrètes. Même il y a la technologie Thunderbolt, c'est méga intéressant de pouvoir tout faire passer par le même câble. Et l'USB-C n'est pas présenté comme... Parce qu'aujourd'hui on a USB-C, mais après tu vas avoir USB 3.2, USB 2.0, les technologies de transfert, Thunderbolt. L'USB-C c'est le connecteur, mais après derrière t'en fais ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux avoir un USB-C qui ne
ne fait que passer du courant de recharge. Tu peux avoir un USB-C ultra rapide, tu peux avoir un USB-C avec la technologie Thunderbolt. Donc dans tous les cas, tu peux le réguler comme tu veux. Juste, l'idée, c'est que le câble de ma Nintendo Switch recharge mon téléphone et recharge mon ordinateur. Okay. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles l'Union européenne a été clairvoyante, parce que jusqu'à maintenant, jamais un organisme n'avait imposé ça, et ça a eu l'effet escompté, parce que les marques l'ont fait. Donc là-dessus, tu as cet exemple-là. Et après, tu en as un deuxième qui est un peu intéressant, c'est sur la réparabilité. Il y a 2 choses qui ont été faites pour l'instant. Tu en as un, c'est le droit à la réparation. Donc ça, c'est un truc que les Californiens font aussi. Donc on n'est pas forcément pionnier dans l'Europe là, sur ce niveau-là. Sauf que par exemple, grâce à ça, aujourd'hui, tu as Apple, tu as Samsung qui ont des sites où ils vendent des pièces détachées et où ils vendent du matériel pour réparer toi-même ton produit. Donc parfois, les prix sont pas du tout avantageux, mais au moins légalement, ils le font. D'accord. Et ce qui est plus intéressant, c'est que là, il y a une nouvelle loi qui arrive bientôt, qui concerne la réparation des produits. Donc alors, c'est ça que je te dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois c'est un peu mal fait, parce que là, ça te dit qu'en gros, il faut que les batteries soient amovibles sur les téléphones. C'est le sujet que je voulais qu'on aborde avant de parler, je sais que beaucoup l'attendent, des intelligences artificielles, de la RGPD, de tout ce qui se passe. Après, on va se lâcher aussi sur ce sujet, parce que j'ai 10 milliards de questions. Ouais. Mais oui, aujourd'hui, ça devient réel, la nécessité de pouvoir réparer ses propres produits. Oui, c'est la possibilité de réparer ses propres produits. Et en fait, contrairement à ce que le texte de loi pouvait indiquer sur la réparation de la batterie, il n'a jamais été dit que tu allais pouvoir déclipser toi-même le dos de ton iPhone et retirer la batterie. Ce qui est dit, c'est que ils veulent que l'utilisateur puisse remplacer sa batterie lui-même, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, tu me diras, sauf qu'aujourd'hui, la batterie, elle est collée. Donc, du coup, il te faut un sèche-cheveux pour retirer la batterie, avec tout le risque que ça peut créer de chauffer une batterie. En fait, les marques ont tout fait pour rendre la réparation compliquée, souvent pour des bonnes raisons. Il y a aussi une réalité. Si la batterie de ton iPhone, elle est collée, c'est parce qu'en cas de chute, t'es bien content qu'elle tienne et qu'elle se décroche pas, et que, du coup, ça va la maintenir. Sauf que là, aujourd'hui, grâce à ces textes-là, les raisons de base de ces textes, c'était pour l'environnement. C'est l'environnement. Purement. Oui, c'est l'environnement et l'obsolescence programmée, qui est quand même un sacré fantasme. Enfin, évidemment, l'obsolescence programmée a existé, on l'a vu sur les imprimantes, sur les machines à laver, sur plein de choses, mais c'est vrai que dans l'industrie de la tech, il y a cette idée, c'est rare de ne pas avoir un politique européen dire voilà, on lutte contre l'obsolescence, Apple et ses iPhones avec obsolescence programmée. Enfin, c'est plus compliqué que ça, surtout qu'on a des mises à jour qui ont plus de process, qui peuvent ralentir, que quand les batteries ça vieillit, c'est un moins de jus, donc du coup, tu es obligé de les limiter pour éviter que le téléphone meure trop rapidement, mais tout a une explication technique assez logique. Il n'y a pas d'exemple concret de marque qui a volontairement ralenti son téléphone pour que tu passes au nouveau au moment de la sortie. Donc c'est un peu des idées reçues, mais en tout cas voilà, ces idées reçues ont alimenté l'envie de créer des projets sur la réparation. Et à partir de, je sais plus si c'est 2027, mais en tout cas bientôt, tu vas avoir l'obligation pour les nouveaux iPhones, pour les nouveaux Samsung, d'avoir un système pour retirer la batterie sans avoir de colle, sans avoir besoin de sèche-cheveux, sans avoir besoin d'outils. L'idée, c'est qu'un simple tournevis te permette de changer ta batterie. Donc tu vas pas pouvoir tout changer. Si tu veux changer la caméra, ça sera toujours soudé, bloqué, etc., ce que tu veux. Par contre, la batterie, qui est l'élément qui tombe le plus souvent en panne, tu peux imaginer dans un futur pas trop éloigné, que tu puisses acheter ta batterie toi-même sur Amazon ou sur l'Apple Store et que tu changes toi-même ta batterie en 15-20 minutes juste en retirant le dos du téléphone. Super. Grâce à l'Union européenne. Donc il y aura des batteries qui seront pas officielles, des trucs pourris qui seront... Ça, après, c'est aux marques de voir leur... Là, je me fais l'avocat du diable parce que pourtant, je suis... les gens qui lisent un peu Numérama savent que Numérama, on est quand même un média qui est très critique envers l'Europe, très critique envers le DMA. Là, j'essaie d'être le plus nuancé possible dans cette émission, mais c'est à Apple de s'assurer de proposer des bons outils sur la réparation pour te dire attention, c'est une vraie batterie, attention, c'est une fausse batterie, comment reconnaître un bon truc. C'est à Apple, sur l'installation d'une application en dehors de l'App Store, de mettre en place une bonne expérience utilisateur. L'Union européenne ne dit pas vous devez proposer la pire expérience du monde. L'Union européenne, elle dit vous devez faire ça, maintenant à vous de le faire. Je pense que Apple a largement la compétence intellectuelle dans ses équipes pour trouver un moyen de faire ça de manière intelligente. Et vu le prix pour faire changer sa batterie, moi je suis très content que ça existe. Mais c'est ça. Je suis le premier à dire je suis ravi si c'est simple. Et ça va aussi bénéficier aux réparateurs qui vont gagner du temps, qui vont moins risquer de casser ton iPhone. La question, c'est comment tu fais ça de manière pragmatique pour que ce soit simple sans mettre en danger ton produit. Donc voilà, évidemment, les enjeux sont divers. Il y a plein de choses. C'est pas forcément blanc ou noir en permanence, mais c'est pas forcément la méchante Union européenne qui veut tout réguler versus les gentils ou au contraire les méchants géants de la tech qui veulent garder leur contrôle, etc. Il y a du bon dans les deux. Apple protège son business. Faut prendre en compte un truc. C'est une phrase que je répète assez souvent dans les émissions, dans les vidéos. C'est que Apple
a beau te dire que leur objectif est de faire de la planète un monde meilleur que ce qu'ils ont trouvé, Google, Samsung vont dire les mêmes choses. Je pense sincèrement que c'est vrai. Moi, je suis pas quelqu'un qui pense que les GAFAM sont des méchantes entreprises. Je pense que c'est des entreprises qui ont vraiment des objectifs environnementaux, qui ont vraiment des objectifs d'améliorer le quotidien. Mais avant tout ça, et tu le sais très bien, c'est des entreprises dont la mission est de faire de l'argent. Et c'est comme ça que fonctionne une entreprise partout sur la planète. Une entreprise, elle a des actionnaires, elle a des investisseurs, elle a un chiffre d'affaires, elle doit faire de la croissance, elle doit augmenter ses marges. Et Tim Cook, malgré tout ce qu'il peut penser de bien, d'intéressant. C'est un mec qui vient de la finance. Hein. Oui, c'est un mec qui vient de la finance. Il est là pour faire des chiffres. Mais que ce soit Tim Cook, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Satya Nadella, tous les grands patrons de la tech, ils ont beau être, je pense sincèrement, et c'est des gens pour qui j'ai beaucoup de respect. Je pense que c'est des gens qui ont vraiment des bonnes visions, qui veulent faire des bonnes choses, qui croient en l'intérêt de faire des choses écologiquement pour leur entreprise, qui certainement se disent que dans les textes de régulation européenne, il y a plein de choses qui, en vrai, les embêtent un peu, mais qui sont pas forcément contraires à l'intérêt des utilisateurs, mais qui, dans leur communication et dans leur application de ces textes, sont dans l'obligation de mal faire, parce qu'il ne faut pas donner trop à la régulation, parce que sinon tu vas gagner moins d'argent. Et le problème, il est là, c'est que tu as un bras de fer entre des entreprises qui doivent gagner de l'argent, des régulateurs qui doivent s'assurer de proposer un marché ouvert, et ces deux acteurs ne veulent pas se parler directement et se dire les choses, elles veulent juste se mettre des bâtons dans les roues pour faire passer l'autre pour un méchant, et donc ça rend le débat hyper opaque. Mais méga intéressant. Mais c'est pour ça que je te dis que j'adore ce sujet.